je sais pas quoi, parce qu'il est victime, et puis on ne sait plus quoi faire. Je vois dans ce que vous dites deux limites, pardon. La première, c'est que la transaction, alors déjà, bon, elle est très limitée en France. Hein, le droit à la limite, et c'est tant mieux parce que souvent elle est accompagnée d'une clause de silenciation, ce qui pose un autre problème, c'est que si demain il fait une autre victime, enfin si la personne concernée, la personne qui est pointée par le témoignage, fait une autre victime, eh bien la première ne pourra pas témoigner, donc ça affaiblit le deuxième témoignage, donc c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'une personne s'est mal comportée sur un lieu aussi clos qu'un tournage, en fait, il ou elle, mais souvent quand même plus il, peut mettre en danger d'autres personnes sur le tournage, de sorte qu'en fait la transaction ne peut pas être une solution. Je me permets une petite remarque parce que, et pardon parce que sans doute ne va-t-elle pas être très agréable à entendre, mais je trouve depuis le début qu'en fait vous avez souvent cité le risque, enfin vous avez plusieurs fois cité le risque pour la personne accusée d'agression. Vous avez aussi dit dans la période actuelle plusieurs fois, et avec un ton de déploration de la période actuelle. Moi, je voudrais dire quand même, je voudrais le poser ici en tant que présidente de cette commission, que le caractère systémique des violences dont on nous a témoigné l'existence euh, n'apparaît pas dans vos prises de parole. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un enjeu extrêmement important, mais vraiment extrêmement important, de protection des personnes, de l'ordre vraiment du systémique, c'est-à-dire que ce qu'on nous dit ici est que il y a quelque chose d'installé dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel de l'ordre d'une maltraitance. Alors, je dis maltraitance à dessein parce que tout ne rentre pas dans le code pénal, mais d'une maltraitance. Et en fait, ça ne s'entend pas dans votre prise de parole. Donc, je me permets de le pointer parce que, en tant que protecteur des salariés, et c'est votre rôle, et des lieux de travail, je pense que la prise de conscience n'est pas encore totale de la situation réelle dans laquelle se trouve. Alors, quand je dis ça, évidemment, il y a des tournages qui se passent très bien, et c'est tant mieux. Mais il y en a quand même aussi qui se passent mal, et je n'entends pas dans vos prises de parole l'importance et l'urgence de la situation. Donc je me permets de le signaler. Voilà. Monsieur Balanon. Euh, oui, pour revenir peut-être sur les sujets euh, assurantiels, transactionnels, etc. Bon, la question, bon, déjà, on ne peut pas assurer le risque pénal. C'est quelque chose qu'on, hein, voilà. Non, mais même, mais voilà, au civil, avec toujours la possibilité, oui, d'avoir des assurances civiles. Je pense que c'est un élément qui peut se développer, mais euh, comment dire, le risque, le risque souligné par Madame la présidente, Madame Rousseau, sur le fait que une transaction, si on a quelqu'un qui est un auteur, si on ne traite pas la question de l'auteur, ça peut être un petit peu un problème. Donc on mettre un peu comment dire, la poussière sous le tapis, ça pourrait être un problème. Euh, moi, juste, j'ai perdu le fil, excusez-moi, par rapport. Oui, 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 vous m'avez perturbé, Madame la Présidente, parce que je pense quand même que euh, le reproche que vous faites, il est vrai sur beaucoup de productions, mais enfin, je crois que là, on a des acteurs qui ont quand même pas mal fait de travail et qui prennent en compte les choses. Mais revenons sur quand même le fait de comment on en est arrivé là. C'est quand même un sujet parce que je l'ai déjà posé tout à l'heure sur la question où le risque sexiste et sexuel maintenant qui devient un fait de société, une dénonciation par la société parce que sans doute un certain nombre de personnes ont commencé à être formées et que le niveau de tolérance a baissé et c'est tant mieux. Mais comment on a toléré pendant si longtemps des rapports conflictuels assez forts, des façons de faire un management si dur sur les plateaux de tournage malgré votre présence de syndicats comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est parce que c'est les risques économiques? Est-ce que c'est
voilà, c'est un certain snobisme français, excusez-moi, je vais me faire beaucoup d'amis du cinéma d'auteur où l'auteur est tout puissant et donc tout puissant, il peut tout faire et parler mal aux gens. Et puis donc si vous avez le chef qui parle mal, évidemment, vous avez les sous-chefs qui vont mal parler et ça va se décliner sur toute la chaîne. Voilà, moi c'est une question un peu lancée en l'air, là, comme ça, parce que ça nous permettrait peut-être de comprendre un peu les tenants et aboutissants, comment on en était arrivé là et comment pendant si longtemps personne n'a rien dit et que quelque part ça a pu fonctionner et puis que quelque part il y a eu des très bons films de produits et de réalisés dans notre pays malgré tout ça. Voilà. Tout va bien, Madame la Marquise, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on essaye de trouver des moyens de bien changer les choses? Finalement, et sachant qu'en plus je crois que ça nuira pas d'un iota sur la qualité des films qu'on pourra produire. Je crois même que ça pourrait être plutôt bénéfique aussi. Donc finalement, on se rejoint. Une dernière question et j'ajoute du coup à la question, c'est sur les castings dont on n'a pas parlé, qui sont des zones en dehors du droit et très compliquées à appréhender pour nous. Comment faire respecter l'intégrité des personnes et le respect des personnes sur les castings, c'est un sujet. Qui veut répondre à cet ensemble de questions? Madame Lépine-Carnic. Alors, pas l'ensemble des questions, parce que je laisserai sur la question des castings Louise intervenir, c'est la spécialiste. En ce qui concerne les prises de parole, Madame la Présidente et vous-même, Monsieur le rapporteur, je suis un petit peu un diesel, il faut que la question et le propos viennent à mon cerveau un petit peu lentement. Donc, je me permets de dire que je suis un petit peu choquée quand même de votre propos, de dire que nous n'avons aucune conscience ou une très faible conscience des victimes. Tout le travail qui a été réalisé et qu'on vous a présenté ce matin tend quand même à démontrer que nous sommes responsables, conscients et actifs sur la question. Dieu merci, tous les tournages ne se passent pas mal. Nous avons des tournages qui se sont très bien passés, de façon vertueuse, agréable. Et comme dans tous les secteurs de la société, il y a des ratés. Et nous les déplorons et nous faisons en sorte que ça s'améliore. Et nous sommes ici présents pour démontrer notre engagement. Monsieur le rapporteur, vous dites, mais comment on est arrivé à cette situation ? Alors, je me réfère à notre Bible, qui est notre kit. En fait, nous réunissons un grand nombre de facteurs critiques. C'est ça la difficulté principale. Oui, pardon. Non, puis surtout, comprenez aussi notre étonnement par l'importance que nous accordons à votre structure et vraiment prenez-le comme ça. C'est-à-dire que précisément, vous êtes un des acteurs qui est une partie de la solution, à mes yeux, en tous les cas, de manière extrêmement nette. Donc, c'est aussi cela. Et du coup, qui dit évidemment l'importance de votre position et de votre rôle, dit aussi l'importance de votre responsabilité en face. Mais ça, c'est quelque chose d'absolument normal. Merci, c'est comme ça que nous le prenons. Et pour revenir sur ces facteurs, l'itinérance, ça fait partie des facteurs fragilisants. Le fait qu'une collectivité se retrouve seule, enfin en tout cas éloignée de son domicile, c'est fragilisant. Le fait que le temps très court de travail, c'est fragilisant. Le fait que certains postes sont plus occupés par des femmes, c'est fragilisant. Les maquilleuses qui sont elles-mêmes dans un rapport de proximité au corps, des comédiens, des comédiennes, c'est fragilisant. Je vous invite vraiment à reprendre pratiquement point par point tous les facteurs fragilisants qui ont été recensés et les solutions et les mesures que nous... Absolument. Pardon, je me permets d'ajouter dans les facteurs fragilisants le talent. Parce qu'en fait, c'est l'importance de ce talent dans l'œuvre est aussi un facteur de vulnérabilité pour d'autres, pour ceux qui ne le sont pas. Pas identifiés comme tel en tout cas. Donc voilà, je ne vais pas reprendre tout ça. Vous les avez, c'est bien fait, pardon. Et je m'en tiendrai à cela. Sur la question des castings, Louise, encore une fois, est la grande spécialiste. Monsieur Carton. Oui, pour compléter... Pardon. Non, je prends la main. Pour compléter et enfoncer le clou de ce que vient de dire Valérie, moi je crois que effectivement, on cumule des facteurs de risque, évidemment. Je pense qu'il y en a un ou deux qui ne sont pas négligeables et qui viennent se télescoper.
on a un secteur qui est très attractif, qui met des étoiles dans les yeux. Alors, il est attaché à une grande précarité, on l'a vu, on en parle, hein, le recours au CDDU, l'obligation de se repositionner de façon permanente sur le marché du travail. Enfin, je veux dire, mettons-nous 2 secondes à la place des intermittents qui doivent tous les 3 mois retrouver un employeur. Enfin, je veux dire, on parle d'un statut, ce n'est pas un statut, c'est un régime. Et il est très compliqué. Enfin, je veux dire, personne n'envoie son CV heureusement parce que, je veux dire, c'est une usine à gaz. Donc, si vous voulez... Donc, d'une part, il y a cette attractivité. Et cette attractivité, elle porte aussi des leviers de reconnaissance en dehors du salaire. C'est-à-dire que quand vous êtes à la table avec des amis un samedi soir et que vous dites « je fais du cinéma », tout le monde vous dit « ah ouais, c'est super !» Donc, d'un seul coup... Ouais, bon, mais quand même, dans la vraie vie, ou alors on vous questionne sur « ah oui, alors c'est vrai tout ce qu'on dit ?» Bon, ok. Mais en tout cas, c'est un sujet qui reste encore très attractif et qui présente des leviers de reconnaissance qui font que les gens ont envie d'en être. Donc c'est quand même... Voilà. Alors je ne suis pas en train d'excuser, j'essaie d'expliquer. Cela dit, comment on en est arrivé là? Moi je crois qu'il faut aussi mesurer ça à l'aune de l'évolution de notre société. J'ai un chef machiniste qui m'a expliqué ça, et je reprends ses mots, et je ne les trouve pas idiots du tout. C'est que quand il est rentré dans le monde du travail, dans le cinéma, il sortait de l'armée. Il avait fait le service national. Et il avait vécu 1 an où il avait eu un adjudant-chef qui lui hurlait dessus. Et tout compte fait, son chef de poste, il était bien plus gentil que l'adjudant-chef. Et c'était complètement supportable. Donc on est parti de ça. Et on évolue, et tant mieux, et c'est très bien. Moi, je trouve ça très intéressant ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il faut qu'on l'accompagne. Moi, alors, je ne sais pas si on en est aux conclusions, et je laisserai la parole à Louise, mais je crois que ce qu'elle a dit tout à l'heure sur comment on... Ce serait une erreur de rester là. Je crois que ce ne serait pas rendre service aux employeurs que d'en rester là et constater qu'on a une offre de formation pléthorique en VHSS. C'est très bien. Je suis d'accord avec ça. Moi, je crois que on ne peut pas traiter d'un sujet quand on n'est pas en compétence pour traiter un sujet. Donc je pense que la formation qui a été évoquée par Louise tout à l'heure, elle est complètement pertinente. Elle doit aussi toucher les employeurs. Je veux dire, ils sont complètement démunis aujourd'hui. Ce qui fait l'isolement d'un employeur, c'est bon, il y a des ressources. C'est clair, mais c'est qu'il va se retrouver un jour face à une catastrophe industrielle complètement démuni, comme le disait Caroline Beaumarchand, incapable de dormir parce qu'on doit prendre une décision douloureuse dont on n'avait pas imaginé l'ampleur. Donc ça plaide complètement par la prévention. Donc il faut comprendre quel est le rôle qu'on a en tant qu'employeur en matière de prévention et pas que des VHSS. Et puis je pense qu'on doit réfléchir, nous et vous, pourquoi pas, sur comment on obtient la pierre fondatrice d'une démarche de prévention. C'est l'engagement de l'employeur. Comment un employeur comprend qu'il a intérêt à s'engager. Alors aujourd'hui, on a des incitations financières via le CNC. Je ne sais pas si on doit inventer d'autres moyens, si on doit renforcer cela. En tout cas, on doit faire basculer. La formation est une pierre, mais il y en a une autre. Il faut qu'on arrive à emmener les employeurs. Il y en a qui y sont, hein. Il y en a qui y sont clairement. D'autres, voilà. On peut faire un film sans prévention, hein. On ne va pas se raconter d'histoire, hein. Il y en a quelques-uns qui se passent bien sans prévention. Et au-delà des VHSS, il y a d'autres accidents graves. Voilà. Merci, Monsieur Chirol. J'ai envie de vous dire, c'est pas comment on est arrivé là, c'est comment on sort d'une situation qui est immémoriale. Je vais vous dire, je vais vous parler de mon expérience, et elle est assez amusante là-dessus. C'est quand j'ai fait Vaugirard en 80, sur 24 personnes, il y avait 2 filles. Mais pas beaucoup. Quand elles se retrouvaient sur les tournages, les remarques sexistes, alors, elles m'en rapportaient, elles me disaient c'est insupportable. Il y a des gens qui sont très gentils, alors je me réfugie auprès du chef machiniste parce que lui il est vachement bien malade, il y en a d'autres. Les remarques sexistes, alors là, ça pleut. Je dois dire que depuis qu'il y a eu tout ce mouvement, il y a quand même eu des changements. Les techniciens vous diront, par exemple, que les remarques sexistes, elles ont baissé. L'effet de la loi, il joue quand même. Hein. Les propos sexistes, vous êtes viré hein, quand même. Donc si vous n'êtes pas le chef opérateur, vous prenez des risques. Donc l'atmosphère a quand même changé. Le métier, il se féminise quand même aussi. Quand j'étais à l'école, il y avait une directrice photo. C'est plus le cas. Il y avait des chefs décorateurs, des chefs décoratrices, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a beaucoup plus. Le métier se féminise.
les mentalités changent. Il faut quand même prendre ça en compte. Nous, on le prend en compte parce qu'effectivement, quand on intervient là, c'est parce qu'effectivement, aujourd'hui, la prise de conscience, quand même, elle est faite. Mais maintenant, effectivement, bien sûr, ça n'empêche pas des déviations, ça n'empêche pas des situations extrêmement pénibles. Pourquoi ? Parce que, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est un métier fait d'interaction, c'est un métier où on est en effervescence, c'est un métier, effectivement, où les gens s'engagent artistiquement et techniquement sur des brèves périodes. Corporellement et psychologiquement. Aussi, pour les artistes, alors c'est encore plus vrai, si vous voulez, ils se retrouvent dans quelque chose qui est prenant. Il suffit de voir les yeux d'un artiste qui découvre un décor éclairé. Tout d'un coup, il dit « Ah bon, c'est là où... » Et donc, il est pris dans un jeu d'artifice aussi, si vous voulez. Donc, il y a tout ça qui joue et qu'il faut que nous, on intègre pour pouvoir apporter des réponses. Moi, je crois qu'on vous a quand même démontré en même temps qu'on a à cœur de s'occuper des victimes et de les prendre en compte leurs paroles et d'obtenir, si vous voulez, qu'il y ait des réparations, qu'il y ait une solution, etc. Bon, bien sûr, il faut continuer, mais je crois que le travail est en voie quand même. Oui, et vraiment, les fiches techniques et tout ça sont une part du travail réel et tangible. Monsieur Julien. Non, vous vouliez pas ? Je faisais le dernier tour en fait. Je faisais le dernier tour avant la. Oui, mais je prendrai la parole après. Et voilà. Oui, mais on fait. Et puis il y a Monsieur Schumann après et Madame Lebec qui aura la dernière parole sur le casting. Monsieur Julien. D'accord. Non, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi, je peux me permettre de nous inscrire tous, c'est-à-dire la commission et notre travail, dans un mouvement quand même, parce que ça fait 2 ans. D'abord que nous, on travaille beaucoup au CCHSCT, c'est devenu 80% de notre sujet, qu'on a le projet, et qui va se faire cette année, d'engager une 2e conseillère à la prévention pour les risques psychosociaux, et donc pour traiter de ce sujet. Je ne vais pas embellir ce qui se passe, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, l'ère du parler mal, moi je l'ai vécu, ça fait 30 ans que je suis producteur, c'était insupportable pendant des années et des années. Je parle du parler mal parce que vous en avez parlé et que je pense que c'est la première des violences. D'ailleurs, il y a des réactions parfois terribles de gens à qui des producteurs, des réalisateurs, etc., s'expriment très mal systématiquement. C'est un harcèlement aujourd'hui. Mais cette ère du parler mal, franchement, je ne couvre pas toutes les productions. Non, elle est peut-être certainement pas passée. Je pense qu'on est effectivement dans un mouvement, mais elle est largement diminuée. Et donc, ça donne, je crois, des indicateurs un peu positifs et optimistes à ce qu'on continue, évidemment, à travailler dans ce sens. Merci beaucoup. Juste une remarque. Coupez votre micro. Une remarque sur le parler mal, vous avez raison. Mais la société en était aussi friande, c'est-à-dire que quand on voyait Jean-Pierre Mocky qui hurlait sur je crois que c'était un opérateur son et son ingénieur du son, et que ça passait au bêtisier tous les ans, et que tout le monde se poilait de voir Jean-Pierre Mocky qui hurlait sur voilà. Bon, on en avait une part de responsabilité. Non, mais la société aussi. évolue. La société évolue. Hein, Monsieur Schumann. Merci. Je veux simplement rappeler 2 choses que je crois que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le cinéma et l'audiovisuel où ça se passe mal. Oui, mais le théâtre, le spectacle vivant. On va les auditionner. Le stand-up, le théâtre. Deuxièmement, je pense qu'il y a, la musique. Ça a été dit, je pense qu'il faut le redire et que vous pouvez peut-être dans votre rapport le dire aussi. C'est que les conservatoires, les écoles professionnelles privées et publiques devraient avoir des cursus d'environnement social du spectacle. Vous avez absolument raison. Où ils se mettent les pieds, les gosses. Troisième chose, sur le casting, la question qui a été posée, on a dit dans le kit, c'est un espace professionnel, un temps professionnel. Et pourtant, c'est fait en dehors du temps du contrat, du temps du travail. C'est fait de manière très diverse et variée, mais ça peut être dans des bistrots quand même.
même si on dit qu'il faut louer une salle, mais c'est quand même dans une équipe très restreinte et on n'y a pas accès. Par contre, on fait des préconisations, effectivement, et l'association des directrices de casting font un travail important dessus. Et il faut reconnaître qu'il y a de plus en plus de jeunes, y compris dans ce métier, et que les jeunes, que ce soit des garçons, des filles, des techniciens ou des artistes, ils n'acceptent plus n'importe quoi. Grâce à eux, ça va évoluer, je pense. Madame... Alors, désolée, mais Madame Lebec, et vous avez le mot de la fin, du coup, votre parole a du poids. Non, juste pour finir sur les castings et reboucler avec ce qu'a dit Monsieur Julien tout à l'heure, les sociétés de production ont l'obligation de faire une déclaration de production pour ouvrir le chantier. Et ça concerne les travaux de pré-production, repérage, construction de décors, tournage, etc. Mais c'est vrai que le casting, c'est un peu un angle mort, tout comme les émissions de divertissement. Donc peut-être qu'il y a aussi quelque chose à réfléchir à cet endroit, que le CCHT puisse aussi être informé des lieux du casting, outre tout ce qui a déjà été mis en place au niveau de la convention collective, tout ça. Est-ce que vous auriez la compétence d'agir sur un casting dans la mesure où les personnes qui sont castées ne sont pas sous contrat, en fait, ne sont pas salariées ? Du coup, je m'interrogeais en aparté avec le rapporteur pour savoir si on ne devrait pas augmenter vos compétences, élargir le champ de votre intervention pour que vous puissiez intervenir sur les zones d'ombre, enfin sur les zones un peu entre deux de risque. Ouais. Alors, les candidats, parce qu'en fait, on essaye un peu de faire passer ce message. Là, c'est un process de recrutement, même si les personnes qui travaillent en casting le conçoivent pas exactement comme un process de recrutement classique, implique quand même la société de production et implique des salariés de la société de production, en l'occurrence les directeurs de casting. Donc, en soi, je ne vois pas en quoi on ne serait pas compétent, puisque c'est un espace de travail de salariés et d'un employeur. Et en termes de compétences, nous sommes compétents, si on le souhaite, effectivement, pour faire évoluer la convention collective et les prérogatives de notre instance. Mais en tout cas, je répète, l'obligation de déclarer les lieux de casting n'existe pas. Voilà. Merci beaucoup et merci pour vos réponses. Mes excuses si mes propos vous ont choqué, mais c'est aussi l'importance que j'accorde à votre rôle est vraiment, voilà, et je pense que vous êtes une partie de la solution, je le redis. Merci, je vous souhaite une bonne après-midi et en espérant que tous ces échanges permettent aussi une prise de conscience au-delà de juste notre salle ici, mais bien au-delà. Merci.